Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer, comme ça on n'aura pas de retard dans la matinée. Alors bonjour à tous et merci d'être présents si nombreux. Je pense que vous êtes venus par intérêt pour le thème du colloque et j'espère aussi pour Pierre Teilhard de Chardin. Donc nous allons essayer de traiter ces deux aspects brillamment. Alors, Hilaire Giron, notre président donc de l'association des Amis, vous prie de l'excuser. Il est absent cet après-midi et il est malheureusement à un enterrement. Il nous rejoint tout à l'heure. Le père François Heuvet, qui est titulaire de la chaire Teilhard de Chardin du Centre Sèvres et qui nous permet donc d'être là aujourd'hui et qui est notre partenaire dans ce colloque, vous prie aussi de l'excuser. Il avait un colloque à Lyon, donc il sera là avec nous demain. Et je le remercie déjà très chaleureusement donc pour son accueil, pour cette superbe salle, ainsi que le père Étienne Grieux, qui est le directeur du Centre Sèvres. Alors, comme partenaire, nous avons également l'association Up for Humaneness, et je vais donc céder la parole à Diane Daudifray, qui est cofondatrice et déléguée générale, qui sera plus à même de vous présenter son association. Merci Chantal. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable honneur pour moi et pour notre association Up for Humaneness d'être partenaire de ce colloque aux côtés du Centre Sèvres et bien sûr de l'association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin. Je suis donc Diane Daudifray et ai un parcours en génétique, puis dans le monde de l'entreprise, et j'ai enfin soutenu une thèse de philosophie pratique sur les révélations de la génétique pour penser notre existence, notre pratique du soin et notre manière de vivre notre humanité. Ce lien à la science, à la foi et à la philosophie m'a rapproché finalement de l'expérience et de la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, un peu comme Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme, qui fait de la prose sans vraiment le savoir. Up for Humaneness a été créé il y a 4 ans par Antoine Guggenheim et moi-même. Cette association est dédiée à la création de liens sociaux, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité, et à l'émergence, avec ces personnes-là, et avec un réseau d'acteurs engagés, de pratiques et de politiques nouvelles pour une société plus juste. Nos actions, de l'action sociale, auprès de personnes fragilisées par différentes situations de vie, mais aussi de la recherche-action sur des sujets de société pour penser autrement l'avenir, et de la formation au sein des entreprises, au sein des grandes écoles et universités pour préparer l'avenir. Notre philosophie repose sur 2 convictions et 3 piliers. 2 convictions qui nous semblent assez teilhardiennes, l'unité de l'humanité et l'unité de l'humain. Partant de ces convictions, qui sont également des finalités, nous avons développé une méthode et des initiatives pour retrouver et vivre ces unités indispensables à chacune de nos existences, mais aussi à la paix et à la justice. Si pour Antoine Guggenheim et moi-même, il s'agit de participer, comme on le peut, à l'action du Christ, Up for Humaneness est une association non confessionnelle afin que tous se sentent invités et accueillis pour servir cette unité dont la société a tant besoin. 3 piliers, je vous disais, pour vivre cette unité de l'humain dans toutes nos actions. Servir, s'inspirer, chercher. Car on ne peut plus prétendre construire la société de demain sans servir, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre différent, sans non plus s'inspirer, c'est-à-dire prendre un temps de recul, de prière, de méditation, de contemplation. En reprenant quelques termes de Pierre Teilhard de Chardin, nous avons en permanence besoin d'un baptême dans le réel et d'une spiritualisation de la matière ou de l'expérience vécue dans sa chair pour comprendre, prendre conscience et ainsi proposer un avenir plus juste à chacun. C'est une grande fierté d'être avec vous. Merci Diane. Merci. Alors, je vais reprendre la parole parce que, avant de repenser la conscience, ce que nous allons faire dans ce colloque, il faut commencer par définir la conscience. Alors, historiquement, la conscience a été définie comme une valeur morale.
comme la faculté de juger du bien et du mal. Faites référence par exemple à Jiminy Cricket, qui est donc la conscience de Pinocchio. Et pour l'Occident chrétien, cette petite voix intérieure est la messagère de Dieu en nous, donc une valeur très chrétienne. Mais tout va se complexifier lorsque Descartes, en énonçant son fameux « je pense donc je suis », va identifier en nous un « je qui pense ». Il va le définir comme étant la réflexivité strictement immanente de l'activité mentale. Et il va la nommer conscientia, il écrit en latin, et ça sera traduit par conscience. Et c'est ainsi que de valeur morale réservée au domaine religieux, la conscience est devenue une valeur subjective, et elle a donc envahi le domaine philosophique. Et notre petite voix intérieure, initialement divine, est devenue, pour Rousseau, le reflet de nos sentiments, pour Kant, celui de la raison, et pour Bergson, elle est issue du conditionnement social. Je n'anticipe pas davantage. Vous avez compris la complexité de la conscience au sens philosophique, et je laisse le soin à Jean-François Petit cet après-midi, Bertrand Vergely ce soir, Michel Bidbol et le père Thierry Magnin demain matin, de dénouer la complexité. Mais le problème de la définition de la conscience est loin d'être résolu, car après les philosophes, ce sont les scientifiques qui se sont emparés de la conscience. En effet, même si c'est une valeur subjective, elle fait partie de nos pensées. Et les pensées, pour un scientifique, elles sont produites par le cerveau. Donc les scientifiques vont affirmer que la conscience est une production du cerveau. Ils vont démontrer que la conscience n'est pas localisée en un lieu précis, mais qu'elle surgit brusquement à chaque fois que votre attention se porte sur un des messages issus de vos sens. L'attention provoquerait alors l'embrasement d'un réseau neuronal particulier, qu'il appelle le NTC, espace neuronal de travail conscient, et à ce moment-là, donc, vous avez conscience du stimulus. Notre superbe « je qui pense » ne serait-il en fait qu'une succession de flashs d'attention indépendants ? Rassurez-vous, il existe heureusement un deuxième réseau de neurones qui, lui, est activé en continu et qui, étant en contact étroit avec le centre de la mémoire, nous donne l'impression d'avoir un moi, c'est-à-dire des pensées auto-référencées. Voilà, je suis vraiment désolée de vous l'annoncer brutalement cet après-midi. Mais d'après ces scientifiques, le superbe moi cartésien, dont nous étions si fiers, je pense, n'est qu'une illusion générée par des messages nerveux et chimiques entre zones cérébrales. Alors, les scientifiques ont-ils défini la conscience quand ils nous ont dit ça ? Non, ils ont seulement décrit la survenue d'un acte conscient dans un cerveau. Et à l'occasion des débats autour de la mort de Vincent Lambert, nous avons pu constater qu'ils ne savent pas définir la conscience. Alors, qu'est-ce que la conscience, puisque c'est mon problème ? J'aimerais vous donner une idée claire en ce début de colloque. Alors, heureusement, je suis sauvée par le petit Larousse. J'ai trouvé une définition simple et efficace. La conscience est la capacité à s'apercevoir de. Comprendre, vous êtes conscient quand vous vous apercevez de ce qui survient dans votre milieu intérieur, mais aussi dans le milieu extérieur. C'est simple. On ne peut donc avoir d'état de conscience que si notre conscience est consciente de quelque chose. C'est une définition simple, je pense. Mais malheureusement, elle amène à une autre question. Car s'il suffit de posséder la capacité de s'apercevoir, alors un animal qui, comme l'escargot, est capable de chercher les zones humides dans un pré, une plante qui est capable d'orienter ses feuilles vers la lumière, et pourquoi pas aussi les bactéries qui s'orientent dans un flux chimique, tous doivent aussi être des êtres conscients. Alors, remarquez quand même que ces êtres s'aperçoivent de ce qui survient dans leur milieu extérieur et intérieur, je présume. Il semblerait qu'ils ne s'aperçoivent que de l'objet, mais pas de l'acte par lequel ils s'aperçoivent. Alors que l'homme, lui, il s'aperçoit de l'objet et de l'acte de s'apercevoir. Et encore plus fort, il peut aussi se prendre lui-même comme objet. Y aurait-il alors différents types de conscience ou différents niveaux de conscience ? Alors, nous avons confié cette difficile question de limite à Norinchet, vétérinaire au Jardin des Plantes. Lui seul pourra nous dire si au XXIe siècle, l'homme peut encore s'enorgueillir d'être le seul être conscient de la planète. Et il existe une autre frontière à la conscience. Il y a ce que je perçois comme étant moi, mais il me semble aussi qu'existent d'autres éléments que je ne perçois pas ou que je ne veux pas percevoir, et que je mets plus ou moins consciemment dans l'immense gouffre de mon inconscient. Cette étude de limite, c'est à Dominique Vibrac que nous la confions. Il nous éclairera, je l'espère, sur cet abîme sans fond si abondamment habité.
Mais au fait, pourquoi est-ce que c'est si important de vouloir comprendre la conscience ? Et pourquoi tous les pays du monde, depuis l'an 2000, sont-ils partis en quête de conscience ? Comme le confirme le fameux C, vous savez, dans le sigle NBIC. Le C, c'est sciences cognitives. Alors revenons aux conclusions des scientifiques. Si la conscience n'est qu'un dialogue électrique entre des neurones, alors on doit pouvoir capter les ondes électriques par des électrodes implantées dans le cerveau, ou plus simplement en posant un capteur sensible sur le crâne, et ensuite, avec une interface cerveau-machine, on doit pouvoir contrôler un autre appareil électrique. Vous avez dû entendre parler des tétraplégiques qui ont retrouvé l'usage d'un bras grâce à une neuroprothèse qu'ils apprennent à contrôler par leur pensée via un ordinateur. Alors que d'autres, tétraplégiques, peuvent écrire un mail ou faire des achats sur Internet avec leur seul œil mobile via une tablette. Et c'est vous, bientôt, qui commanderez aussi vos ordinateurs, vos portables et vos télévisions grâce à un tout petit bandeau cérébral que vous poserez là sur le front, comme un serre-tête. Je ne rêve pas, je vous conseille d'aller sur Internet dès ce soir et vous pourrez acheter Muse, M-U-S-E, 193 € en cadeau de Noël, et vous pourrez à ce moment-là donc connaître, enregistrer vos ondes cérébrales et votre appli portable vous dira si vous êtes énervé ou calme, etc. Et si vous décidez de faire 10 minutes de méditation, l'appli vous dira si vous avez réussi à méditer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. D'accord ? Alors, il y a un autre bandeau que vous trouvez aussi sur Internet qui s'appelle Mindflex. Et là, de plus en plus fort, vous pourrez apprendre à déplacer une petite balle en mousse parce que vous contrôlez par la pensée, avec ce serre-tête, vous contrôlez par la pensée un petit ventilateur qui fait monter ou descendre la petite balle en mousse. À ce moment-là, vous préparez un trajet labyrinthique et puis vous contrôlez la balle pour qu'elle rentre dans les différentes engins que vous lui avez placés sur son parcours. Et sur Internet, regardez sur YouTube, vous avez même des duels de pensée entre un papa et son fils, par exemple, pour déplacer la balle vers le camp de l'autre. Et tout ça avec un petit bandeau de pensée. Nous reparlerons certainement de tout cela demain matin, car nous accueillerons 3 scientifiques, plus ou moins imprégnés quand même de philosophie et de théologie, n'abusons pas, avec lesquels nous pourrons échanger sur ces avenirs possibles. Michel Bidbol, le père Thierry Magnin et Emmanuel Ransford. Ce dernier nous introduisant dans le niveau quantique de la matière. Et oui, pourquoi la conscience ne serait-elle pas quantique ? Ça serait pour ça qu'elle nous échappe. Et il y a encore une autre hypothèse qui va vous sembler certainement encore plus dérangeante. Les scientifiques disent enregistrer la conscience produite par le cerveau. Mais n'enregistrait-il pas une conscience externe, reçue préalablement par le cerveau ? Notre cerveau ne serait-il pas le récepteur d'une conscience cosmique présente partout dans l'univers ? Il pourrait aussi, disent certains, notre cerveau, être producteur et récepteur de conscience à la fois, selon les moments. À l'éveil, il produit, quand vous êtes au sommeil, il reçoit. Cette hypothèse de conscience externe est âprement discutée à l'heure actuelle, à cause des nombreux témoignages qui sont recueillis sur les états modifiés de conscience. Je parle bien entendu des EMI, expériences de mort imminente, ou des OBE, expériences de sortie de corps, les trans chamaniques, etc. Une théorie scientifique étaye d'ailleurs cette hypothèse, celle de l'information intégrée, ou ITT, qui attribue à tous les systèmes intégrés, une conscience. Alors, un système intégré, c'est un système capable de stocker et d'échanger de l'information. Et donc, à ce moment-là, tous les êtres vivants auraient une conscience, sans exception, mais également les systèmes artificiels, donc toutes les machines créées par l'homme, nos ordinateurs, bien entendu, et également le cosmos tout entier, puisqu'un système planétaire échange des informations. Bien, alors, si j'ai qualifié cette hypothèse de dérangeante, c'est parce que cela donne à penser que la conscience pourrait être extérieure à notre cerveau ou qu'elle pourrait être extériorisée avec l'aide de capteurs et d'interfaces. Alors, elle pourrait peut-être aussi être stockée sur une clé USB, de grande taille quand même, je présume, et pourquoi pas ensuite transmise à un robot qui pourra survivre à ma mort, à la mort de mon corps physique. Et si on continue à rêver ou à cauchemarder, choisissez le terme que vous préférez, ce robot devenu moi par le transfert de ma conscience, pourra-t-il alors poursuivre mon aventure spirituelle et me permettre ainsi de continuer à évoluer sous la seule forme de mon esprit ? Bon, je vous laisse avec tout ça, on réfléchira pendant le colloque.
Mais pour l'instant, je pense que dans l'assistance, certains d'entre vous doivent se dire que nous voilà bien loin de Teilhard de Chardin. Détrompez-vous. D'après moi, nous n'avons jamais été plus près de lui. Et notre troisième demi-journée lui sera entièrement consacrée. C'est bien la prise en considération de la conscience que Teilhard voit émerger dans l'espèce humaine au cours de l'évolution. Et c'est cette émergence de conscience qui a servi d'axe à sa pensée visionnaire. Et c'est bien lui aussi qui nous parle d'un esprit émergeant peu à peu de la matière. Alors, nous avons demandé à Diane Daudifray et à François Heuvet de nous guider de la conscience individuelle à la conscience collective pour achever, du moins je l'espère, notre périple dans la conscience cosmique. Hilaire Giron et moi-même pourrons alors conclure ce colloque en conscience. En tout cas, j'ai une seule certitude présentement, c'est que nous ne négligerons pas l'émerveillement. Alors je vous donne rendez-vous ce soir, donc à l'église Saint-Ignace, là, donc c'est compris dans le colloque, pour ceux compris formule complète. Donc le programme s'appelle S'émerveiller et il y aura une conférence de Bertrand Vergely sur l'émerveillement et un concert violon et harpe. Mais pour le moment, c'est avec Teilhard que je voudrais conclure. Car j'ai eu la joie, la synchronicité, diraient certains, la semaine dernière d'ouvrir le journal de Teilhard, en cherchant complètement autre chose. Je ne cherchais pas du tout la conscience. Et je suis tombée sur la note qu'il écrit le 23 février 1916. Vous avez la page, vous pourrez vérifier. Alors, il nous dit, dans Studio, alors son journal c'est pour lui, c'est ses notes. Dans Studio 1898, je suis tombée sur cette œuvre de Rodin. Bon, je pense que c'est un magazine de l'époque. Alors, il le décrit, une tête de femme, passive et inclinée, émerge d'un bloc de pierre informe. Bien entendu, j'ai cliqué sculpture Rodin sur Internet et j'ai trouvé cette sculpture-là que je vous propose. Je pense que c'est celle-ci. Rodin l'a fait en 1895. Alors, donc ça colle bien avec les dates. Et Teilhard va poursuivre son texte. N'est-ce pas l'image de la conscience humaine se dégageant de la matière, au sein de la matière et ex materia? Nous sommes de la matière, devenue consciente par introversion. Nous sommes faits avec de la matière. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Voilà, je vous souhaite un excellent colloque.